parler de la démocratie en temps de crise. Parce que chez XR, nous demandons au gouvernement de voir au-delà de la démocratie. On croit que, à cause des mandats aux 4 ans, les gouvernements n'ont pas l'ambition de mettre en place les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. C'est pourquoi nous lui demandons la mise en place d'assemblées citoyennes qui permettraient vraiment une transition juste et plus facile vers des bonnes mesures environnementales. On l'a vu, au cours de la crise du COVID-19, il y a eu plusieurs dérives autoritaires. Surveillance policière accrue, géolocalisation, mise à l'amende pour avoir fait le choix de vivre le confinement avec un ami ou des proches sous prétexte de rassemblement illégal. Irrespect de la nature profonde de l'être humain, qui est un être social, mais qui est obligé d'accoucher ou ne peut pas aller voir un proche mourant sous prétexte qu'il faut rester isolé. On encourage aussi une culture de la délation, une méfiance entre voisins. Quand la crise nous pousse à bout, l'état de droit et la démocratie sont, comme la société, mis sur pause. Sous prétexte d'une meilleure gestion de la crise, plusieurs prennent plus que ce qu'ils devraient avoir. Je comprends que la situation est difficile, que nous devons être conciliants, que le gouvernement ne peut pas voir d'autres solutions que de s'approprier tous les pouvoirs. Car présentement, tout est centré sur le marché et la valeur d'échange. C'est comme si le gouvernement faisait tout son possible pour essayer de rattraper ce qui a été négligé, donc la valeur humaine, en essayant d'imposer des mesures, mais sans savoir trop où aller. Notre mode de vie a été centré sur la croissance, le marché, mais il y a d'autres moyens de faire. Ce qu'on doit réaliser, c'est que ces autres scénarios-là, qui sont basés sur la communauté et l'entraide, sont possibles, qu'on peut prioriser l'être humain au lieu des marchés. Nous devons profiter de cette crise pour repenser la démocratie. Déjà, un peu partout dans le monde, il y a des mesures plus participatives qui ont été mises en place. Déjà en Islande, une assemblée constituante a été créée qui a aidé à la mise en place d'une nouvelle constitution islandaise. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ici? Il est temps que le peuple puisse avoir un vrai impact décisionnel. Que les citoyens puissent mettre plus qu'un simple X sur un bulletin de vote. Puis ça, c'est pour les citoyens qui décident de voter, parce que la plupart ne croient plus aux urnes. Ce devoir de s'exprimer-là est de moins en moins utilisé, parce que tant qu'à faire la file pour aller mettre le X sur la personne en moins pire, autant rester chez soi. On traverse une vraie crise de la démocratie qui a commencé bien avant le COVID. La démocratie doit être repensée, puis on doit le faire ensemble. Donc, bienvenue dans le 4e webinaire d'Extinction Rebellion. Je m'appelle Solène, puis je vais être votre animatrice aujourd'hui. Je vais essayer d'interagir avec vous tout au long du webinaire, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. On va faire notre mieux pour y répondre. Aujourd'hui, j'ai abordé 4 aspects. Donc, le premier sera les dérives autoritaires, puis on va voir où est-ce que la crise peut nous mener, autant bien qu'en mal. Je vais aussi vous parler de la démocratie participative et des exemples un peu partout dans le monde. Alors, je crois qu'on est parti, donc, avec les dérives autoritaires. La crise de COVID, elle nous a permis de voir le meilleur, mais aussi le pire. Tu sais, on vit entre arc-en-ciel et maladie, entre ça va bien aller et géolocalisation policière, entre télétravail et amendes données à des sans-domicile fixe. Dans tout ça, c'est vraiment dur de savoir où est la ligne entre abus d'autorité et sécurité. Nous devons rester vigilants, et ce pour s'assurer que notre démocratie et nos droits sont respectés au présent et au futur. Présentement, ma plus grande crainte, c'est que les gouvernements utilisent la théorie du choc, qui a été mise de l'avant par Naomi Klein. Cette théorie-là parle du fait d'utiliser la peur et la perte de repères engendrées par un élément de crise, ici la pandémie, pour permettre à des mesures de passé ultralibérales, antidémocratiques, antisociales, qui ne seraient jamais passées en temps normal parce qu'elles ont été normalisées par la crise. Par exemple, il y a eu quelques modifications qui ont été faites aux normes du travail du personnel de santé, des changements d'heures, des congés qui ont été annulés, et ce, sans même consulter les syndicats. Présentement, la CAQ reçoit une couverture médiatique vraiment bonne. Tu sais, quand Legault est rendu ton papa. Donc ça lui permet vraiment d'avoir toute l'attention médiatique, tous les droits, toutes les mesures légales qui sont prises. Donc ça lui permet vraiment de court-circuiter les niveaux décisionnels au nom de l'efficacité puis de l'urgence. On conditionne l'opinion publique pour qu'on accepte en fait cette perte de démocratie en échange d'une sécurité.
Mais là encore, si cette sécurité marche pas, c'est automatiquement de la faute du citoyen. Là, je vous dis pas, le gouvernement c'est le gros méchant, pitchez-vous dans la rue, allez manifester contre l'autoritarisme, mais je vous dis juste restez vigilant, avoir une petite lumière qui vous flash genre est-ce qu'ils sont vraiment en train de respecter mes droits et mon accès à la démocratie? Mon prochain point concerne les scénarios. Donc, qu'est-ce qui pourrait devenir notre monde après le COVID? La crise du COVID a modifié notre monde. On se fait souvent dire qu'il va y avoir un avant COVID-19 et un après COVID-19. Fait que chez XR, on s'est amusé à imaginer quel scénario possible pouvait avoir en termes de post-COVID-19. Pour ça, on doit comprendre quelques trucs vraiment simples à propos de notre monde. Présentement, on a beaucoup d'assumptions sur l'économie, entre autres à propos des marchés, qui vont comme suit. Donc, le marché, c'est la manière la plus efficace d'allouer des ressources, de lier la production et de distribution avec les besoins et désirs de la population. La valeur d'échange, donc l'argent, est la mesure de l'importance des biens et d'un service. Pour avoir une économie forte, on doit avoir une valeur d'échange maximale, d'où le PIB, le produit brut interne. Ce marché, c'est ce qui permet un bon standard de vie à la population, donc nous devons le maintenir et le protéger. Le marché va toujours finir par se rétablir après des crises. Donc tous ces faits-là sur le marché, même les politiciens les plus progressistes n'osent pas essayer de le changer, parce qu'on est tellement modelé pour le garder en tête, pour se dire « ouais, le marché protège l'économie », mais ça ne nous fait pas penser à plus loin. Par contre, au cours de la crise du COVID, on a réalisé que de plus en plus de villes passaient outre ces mesures-là. Donc, ils se disaient « hey, écoute, je sais qu'il y a le marché, mais maintenant, il est temps d'être un peu plus nationaliser les choses. » Par exemple, l'Espagne a décidé de nationaliser les hôpitaux privés. Le Royaume-Uni commence à réfléchir à nationaliser les transports communs, puis même en France, on considère nationaliser les grandes entreprises. Donc là, ça nous a poussé à imaginer les différents scénarios qui pourraient arriver. On a donc décidé d'aller sur deux aspects. Est-ce qu'on va prioriser la valeur de base, la valeur d'échange comme étant la base de notre économie, ou est-ce qu'on va plutôt prioriser l'apport à la vie d'une personne? Est-ce que nos efforts vont être centralisés ou décentralisés? Donc, le premier scénario qui est possible, ce serait ce qu'on appelle le capitalisme d'État. Donc, des efforts centralisés priorisant la valeur d'échange. Ça, c'est l'approche qui est en train d'être prise dans la plupart des pays occidentaux, y compris au Canada. L'État va donc intervenir pour protéger la stabilité générale, mais en gardant comment les marchés étaient. Ça nous donne comme par exemple les bailouts qui sont donnés aux pétrolières et aux banques. Ils vont aussi essayer d'aider les travailleurs, donc ça va souvent passer par l'assurance-emploi. L'assurance-emploi qui accorde un montant aux citoyens lié à ce que est leur salaire, donc un montant d'argent qui correspond à la valeur brute qui amène à la société. Et non pas la contribution à la vie. Ça nous a donné des situations comme celle des préposés aux bénéficiaires, qui sont vraiment peu payés, alors qu'ils contribuent à garder en santé des gens, puis qui ont des vies sous leurs mains. Donc, tu sais, mettons qu'un préposé bénéficiaire se ramasse, ne peut pas travailler pour des raisons médicales, par exemple, il va recevoir moins d'argent de l'assurance-emploi qu'un banquier. Donc ça, ce serait notre premier scénario. On a aussi un deuxième scénario qu'on a décidé d'appeler l'anti-utopie. Donc, des efforts décentralisés qui priorisent les marchés. Si les efforts de l'État ne sont pas suffisamment bien organisés pour maintenir les marchés, les systèmes qui sont basés sur les marchés, puis qui dépendent de la valeur d'échange, tout ça, vont finir par s'effondrer. Donc, les communautés, tout ça, qui sont en train de soutenir, vont plus pouvoir continuer à exister. Alors, les hôpitaux vont refuser des gens, il va y avoir des pénuries de médicaments, des pénuries de nourriture. Si on ne crée pas d'autres alternatives au marché, on risque de se retrouver avec un scénario comme celui-ci. Par exemple, c'est un peu en train d'arriver aux États-Unis où les efforts n'ont pas été suffisants, puis où la gestion de la crise a été mal organisée. Donc, ça risque de finir comme l'anti-utopie. Après ça, on a des scénarios un peu plus positifs, je dirais. Donc, ils sont basés plus sur la vie, l'apport à la vie. Donc, notre premier, c'est le socialisme d'État. Donc, des efforts centralisés priorisant la vie. Cette réponse-là, elle va prioriser la vie au-delà des marchés. Mais c'est organisé plutôt par... C'est
C'est une approche, dans le fond, le socialiste d'État, qui va voir si les mesures en cours, comme en Europe par exemple, vont continuer, vont devenir plus globales et vont être renforcées. Si on donnait un soutien économique universel et non conditionnel à tout le monde, si on nationalise les productions essentielles, comme la nourriture, l'habitation, les médicaments, ce serait une approche centralisée qui va prioriser la vie. Ce style d'action nationale est nécessaire, mais ça pourrait peut-être nous mener à une société qui va être plus autoritaire, car le pouvoir serait centralisé dans les chefs politiques et les technocrates. Et on a notre dernière option, qui sont les réseaux d'entraide, donc des efforts décentralisés qui priorisent la vie. Cette réponse-là priorise la vie au-delà du marché, mais c'est organisé plutôt par des petits groupes dans chaque communauté. Par exemple, ça a été très utilisé en Afrique de l'Ouest pour contrer l'épidémie d'Ebola. Donc les réseaux d'entraide, en fait, ça permet vraiment de protéger les plus vulnérables, qu'on a surtout besoin pendant le contexte du COVID. Donc ça va vraiment permettre d'empêcher d'avoir des répressions policières et des choses comme ça, parce que ce serait vraiment plus une communauté qui s'entraide. Dans le contexte actuel, ces groupes-là n'ont pas les moyens de mobiliser assez de ressources pour vraiment contrer la crise par eux-mêmes. Mais si on organisait des nouvelles formes de démocratie pour lier les ressources régionales et nationales avec les besoins de l'intelligence collective des sociétés, est-ce qu'on pourrait arriver à un futur qui allie le meilleur d'un socialisme centralisé et d'un réseau d'entraide communautaire? Extinction Rebellion, on cherche vraiment à encourager la formation de nouvelles formes de démocratie participative qui nous aideraient énormément à arriver dans un futur dans lequel on priorisera la vie et la démocratie dans nos décisions, puis qui vont façonner notre économie et nos institutions politiques. Un des outils très importants là-dedans, c'est les assemblées citoyennes. Donc notre quatrième demande, qui va être mon futur sujet, si on n'a pas de questions. Oui, donc, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour avoir notre mot à dire dans la stratégie du sortie de crise et éviter le retour avant l'avant-COVID-19? Donc, dans le fond, on est en train de s'organiser sur plusieurs aspects. C'est sûr que tout est un peu plus ralenti à cause du COVID, mais présentement, on a un groupe qui travaille sur les assemblées citoyennes. On se réunit pas mal chaque semaine, donc on est vraiment en train d'essayer de penser qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on ne peut pas faire d'action directe. C'est sûr qu'après le confinement, on va pousser les actions parce qu'on va avoir le temps d'y réfléchir. On va avoir le temps vraiment de cibler qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on peut adapter nos mesures et tout. Donc, bref, on est en train vraiment de réfléchir puis d'essayer de baser notre future stratégie, entre autres basée avec les assemblées citoyennes puis les actions directes. Alors, je vais passer à la section où justement, j'explique les assemblées citoyennes. Pour voir au-delà de la démocratie et mettre en place des mesures ambitieuses pour l'environnement, on a besoin d'assemblées citoyennes selon nous. Donc, XR, on propose de mettre en place des assemblées citoyennes parce qu'on pense que ça peut permettre une transition plus juste et plus rapide. Une assemblée citoyenne, dans le fond, c'est un groupe de citoyens qui sont élus au sort selon des proportionnalités de la population. Donc, 50% femmes, 50% hommes, et sont toutes pigées. Donc, en principe, ils pourraient proposer des mesures concrètes qui seraient soit directement appliquées par le gouvernement ou mises en référendum. Ces assemblées citoyennes-là sont un processus innovant qui permet de donner vraiment aux citoyens, à la communauté et à des pays entiers le moyen de prendre des décisions importantes d'une manière profondément juste et démocratique. Toutes les voix sont alors entendues, puis il n'y a pas un groupe ou une personne qui va prendre plus de place parce qu'on s'assure que tout soit équitable. L'Assemblée citoyenne, ça peut sembler une idée vraiment évidente pour certains, mais révolutionnaire pour d'autres. Les gens qui se disent des citoyens ordinaires qui sont pas des experts, qui peuvent résoudre des questions de société, ça dérange un peu. Parce que depuis toujours, on s'est fait conditionner pour croire que seulement l'élite peut prendre des décisions à notre place. Mais c'est le temps de changer ça, puis de réaliser qu'en fait, un citoyen, ça a autant une opinion valable qu'un député. Donc, l'Assemblée citoyenne va se différencier d'une commission ou du comité parlementaire parce qu'elle est délibérante. Donc, il y a des experts qui viennent parler aux personnes de l'Assemblée, qui après, entre elles, vont débattre, vont discuter pour vraiment essayer de trouver une solution à le ou les problèmes. C'est aussi un mini-public. C'est donc que les membres constituent un sous-ensemble représentatif, ou le plus possible, de l'ensemble de la population.
Une Assemblée nationale de citoyens sur la réforme électorale est un processus délibératif de haute qualité qui va vraiment apporter des voix représentatives, renforcer la confiance et la légitimité d'un futur parti pour mettre en œuvre leurs recommandations. C'est donc vraiment une mesure qui serait formidable à mettre en place pour permettre aux citoyens d'avoir une vraie voix, puis de pouvoir sentir qu'il y a de l'importance dans le processus délibératif de sa vie. Tu sais, c'est quand même des décisions importantes pour nos vies qui sont prises en chambre, puis c'est à notre tour d'avoir une voix dans tout ça. Je vais passer au dernier volet, qui serait basé sur les exemples de démocratie participative un peu partout dans le monde. Donc, un peu partout, c'est sûr qu'on a essayé de penser comment est-ce que ça peut être plus délibératif. Par exemple, en Islande, la crise de 2008, la crise financière, a vraiment ébranlé la confiance que le peuple avait dans les élites dirigeantes. Ce qui a donné lieu au fameux mouvement des casseroles. Donc, quand tu allais dans les rues pour réclamer la démission du parti, qui a finalement donné l'élection du premier parti de gauche en pays islandais. Alors, ça a vraiment fait toute une révolution, et ce parti-là a mis en place une assemblée constituante composée de 25 personnes. Ces personnes sélectionnées ont été comme relatives à la parité de genre, puis font partie de différents secteurs de la société. Pendant la réaction de cette nouvelle constitution, même les commentaires sur Facebook ont été pris en compte. Donc, il y a 3600 commentaires qui ont été pris, qui ont été réfléchis, puis qui ont été mis dans la nouvelle constitution. Après ça, on a aussi des exemples en Finlande. En Finlande, c'est mot pour mot dit dans l'Assemblée constituante que l'autonomie locale est de mise. Ils disent gouvernement par les citoyens tel que prévu par les lois distinctes. Donc, concrètement, il suffit que seulement 5% de la population finlandaise propose une initiative pour que celle-ci soit soumise au vote des électeurs. Puis si le vote est en faveur de cette proposition-là, les politiciens vont être obligés de la mettre en pratique. Ce qui est quand même très bien. Aussi, au Brésil, dans la ville de Puerto Alegre, depuis 1989, les citoyens ont le contrôle du budget. Entre autres, ils vont élire des représentants qui vont vraiment définir qu'est-ce que ma localité a besoin. Ces représentants-là vont se rendre en assemblée plus grande pour discuter des priorités budgétaires et tout. Donc, c'est vraiment des citoyens qui, pendant 1 an, sont représentants budgétaires de leur ville. Aussi, en Suisse, les citoyens sont appelés plusieurs fois aux urnes pour des référendums, qu'ils soient obligatoires, comme un changement constitutionnel, ou facultatifs, comme voter contre une loi. Donc, ça leur permet vraiment de participer activement à la politique. Mais leur meilleur dispositif, c'est celui de l'initiative populaire. Si on réussit à déposer 100 000 votes à la chancellerie fédérale suisse, les citoyens peuvent obliger le Parlement à voter un changement constitutionnel. Ce qui est quand même fou. C'est ce qui finit pas mal cet aspect-là. Donc, je vais aller aux questions. J'ai reçu une question. Si l'on priorise les assemblées citoyennes, qu'adviendra-t-il des paliers des gouvernements plus centrales, comme le gouvernement provincial et fédéral? Donc, en fait, les assemblées citoyennes, c'est pas une mesure anti-institution gouvernementale. Vous voyez, c'est comme un complément. C'est vraiment des citoyens du peuple qui sont là pour aider, pour guider le gouvernement sur un certain sujet. Donc, nous, mettons, on veut demander pour que ce soit au niveau des changements climatiques. Donc, ils seraient là pour guider au niveau des changements climatiques. Puis, tu sais, c'est aussi le choix du peuple de voir comment est-ce qu'on va pouvoir affecter. Ils vont collaborer ensemble. Fait que c'est pas du tout un frein à continuer la politique ordinaire. Je pense que c'est vraiment un bon complément qu'on peut rajouter qui va nous permettre d'être juste plus entendus. Je vois pas d'autres questions. Mais aussi, si je peux rajouter à l'autre question qui a été posée avant, tu sais, les assemblées, elles peuvent être municipales, elles peuvent être provinciales, elles peuvent être fédérales. Ça peut vraiment se mettre un peu partout, selon comment est-ce qu'on veut les appliquer, selon la situation. Donc, c'est vraiment un truc super, des assemblées citoyennes. Sur ce, si j'ai pas plus de questions, je vais aller à la conclusion. Donc, en gros, on a vu aujourd'hui que la démocratie, telle qu'elle est connue, n'est pas la vraie solution. Que notre société est à la recherche de meilleures solutions, de meilleurs moyens pour rendre plus accessible la démocratie. Qu'on est rendu à une période de remise en question. Qu'un peu partout, il y a eu des questions
qui ont été apposées, qui ont été portées. Donc, on s'est demandé si c'était vraiment le bon moyen de continuer notre société. Alors, pour nous, la solution a été les assemblées citoyennes. Donc, voilà, on continue à travailler sur les assemblées citoyennes, puis on espère que ça va être un sujet qui va vous intéresser autant que nous. Passez une bonne journée!